Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre cours intitulé Anatomie des voies biliaires rentre dans le cadre de la préparation à l'examen classant national des étudiants en DCEM 3 et s'inclut dans le cours des ictères. Alors, les objectifs éducationnels auxquels on va répondre sont les suivants. On va d'abord décrire les voies biliaires intrahépatiques, par la suite les voies biliaires extrahépatiques. On va par la suite décrire le carrefour bilio-pancréatique et ceci afin de reconnaître les implications cliniques dans la pathologie biliaire. Tout d'abord, pour l'anatomie des voies biliaires intrahépatiques, il faut savoir qu'elle commence par les canalicules biliaires formées entre les hépatocytes et qui se réunissent pour former les cholangioles ou les ductules. Alors, les cholangioles ou les ductules sont collectés au niveau des espaces portes par des canaux interlobulaires. Voici les canaux interlobulaires qui forment un arbre biliaire intrahépatique calqué sur la segmentation portale, calqué sur la segmentation artérielle aussi, et composé de conduits segmentaires, puis sectoriels, puis hépatiques droit et gauche. Voici le même schéma en agrandi, et puis vous voyez sur cette plaque comment les différents éléments biliaires, portales et artérielles se ramifient en intrahépatique d'une façon parfaitement calquée. Ce schéma montre aussi la division en différentes branches intrahépatiques d'une façon calquée entre les éléments du pédicule portal. Alors il faut savoir que le canal hépatique droit résulte de la confluence du canal paramédian droit, c'est-à-dire qui collecte le segment 5 et le segment 8, et du canal latéral droit qui collecte le segment 6 et le segment 7. Par contre, le canal hépatique gauche résulte de la confluence du canal paramédian gauche, c'est-à-dire le 3 et le 4, avec ses deux sous-segments, le 4A et le 4B, et le canal latéral gauche qui collecte la bile du segment 2. Et le 1, la question, par qui il est drainé? Alors le 1 n'appartient ni au côté droit ni au côté gauche, mais il appartient aux deux côtés parce qu'il est drainé sur le plan biliaire par le canal hépatique droit et le canal hépatique gauche à la fois, et même par la convergence. Alors passons à l'anatomie des voies biliaires extrahépatiques, et on va commencer par le confluent biliaire supérieur, qui constitue la convergence en regard de la face antérieure de la branche portale droite ou de la bifurcation portale, au-dessus et à droite de la bifurcation artérielle de l'artère hépatique propre. Donc c'est une convergence hilaire. Voici la convergence biliaire supérieure ou le confluent biliaire supérieur. Et voilà, vous voyez la division artérielle plus basse en un niveau sous-hilaire. Alors suite à cette convergence commence le canal hépatique commun, qui est l'élément antéro-droit du pédicule hépatique, situé dans le pars vasculosa ou la partie du petit omentum qui contient le pédicule hépatique. Il est donc facilement accessible à la chirurgie. Il reçoit le canal cystique pour former le confluent biliaire inférieur. Voici le pars vasculosa. Et voici à ce niveau le canal cystique qui se jette dans le canal hépatique commun pour former le confluent biliaire inférieur. Et à partir de là, on parle de canal cholédoque ou d'hépatocholédoque. Je cite également que vous avez à ce niveau un triangle très important qui est le triangle de Callot, qui est limité à gauche par le canal hépatique commun, à droite par le canal cystique et en haut par le bord inférieur du foie. Et dans l'aire de ce triangle, on va trouver l'artère cystique branche collatérale de la branche droite de l'artère hépatique propre, et c'est là, à ce niveau, qu'il faut disséquer pour la ligaturer lors des cholécystectomies, que ce soit par voie cœlioscopique ou à ciel ouvert. Alors le canal cholédoque, il est oblique en bas et à droite, il fait maximum 7 mm et il comporte trois parties, une partie d'abord rétrodiodénale, une partie par la suite pancréatique et une partie intramurale dans l'épaisseur du D2. Alors pour la portion rétrodiodénale, elle croise la face postérieure du D1 fixe et elle a des rapports importants avec l'artère gastrodiodénale. La portion pancréatique, elle est d'abord rétro puis intrapancréatique, elle creuse un tunnel intraglandulaire et elle a des rapports considérables avec les arcades duodéno-pancréatiques artérielles et veineuses.
Voici la portion pancréatique. Et là, elle devient quasiment intrapancréatique. Et vous voyez ici les rapports avec l'artère duodéno-pancréatique postérieure et son anastomose avec l'artère pancréatico-duodénale inférieure. Vous comprenez donc que les cancers de la tête du pancréas vont très rapidement envahir la voie biliaire principale et occasionner donc une sténose extrinsèque de la voie biliaire principale, une dilatation de la voie biliaire principale, donc un ictère cholestatique qui est constant et qui est progressif. Il n'est pas à rechute parce que l'obstacle est constant. Alors si le cancer, d'autant plus il est proche de la papille, c'est-à-dire il va envahir le carrefour biopancréatique, on va avoir une dilatation bicanalaire, c'est-à-dire une dilatation du cholédoque, mais aussi une dilatation de la voie biliaire principale. La dernière portion, c'est la portion duodénale intramurale au niveau de la paroi interne du D2, là où elle se rejoint au canal pancréatique principal pour former le carrefour biliopancréatique. Alors la voie biliaire accessoire est formée par la vésicule biliaire et par le canal cystique. Cette vésicule est un réservoir musculo-membraneux de bile appendu à la face viscérale du foie. Elle fait à peu près 8 à 10 cm de long, 3 de large. Et puis, elle comporte 3 portions, le fond, le corps et le col ou le collet. Suite à laquelle, on va trouver le canal cystique qui prolonge le col, qui fait à peu près 2 à 5 cm de long. Il y a des variations longues, il y a des variations courtes. Il fait à peu près 3 mm de diamètre et même moins parfois. Il est sujet à plusieurs variations anatomiques. Il est primordial également de signaler que le canal cystique comporte des valvules muqueuses qu'on appelle les valvules de Hester. Et ces valvules peuvent rendre l'intubation de ce canal très difficile lors de la cholangiographie péropératoire parce que ces valvules vont empêcher donc le passage de ce cathéter. Donc il faut avoir de la magnitude pour donc essayer de court-circuiter ces valvules. Autre chose également, dans les cholestectomies cilioscopiques, il faut savoir que ce canal cystique, je viens de le dire, concernant ces variations anatomiques, peut se brancher par exemple sur le canal hépatique droit. Et on peut, à tort malheureusement, pousser la dissection jusqu'au canal hépatique droit et de le ligaturer. Ou par exemple, un canal qui est très long, qui se jette très bas sur le cholédoque et on va prendre le cholédoque pour le canal cystique. C'est pour cela qu'une des règles d'or de la cholécystectomie, et ça vous allez le voir dans la pathologie chirurgicale, c'est toujours ligaturer le canal cystique le plus proche de la vésicule biliaire pour rester, entre guillemets, safe par rapport à ces variations anatomiques qui sont multiples et auxquelles peuvent s'ajouter des variations artérielles, des variations biliaires de la voie biliaire principale. Et donc, en appliquant cette règle-là, on évite d'avoir des lésions de la voie biliaire principale. Alors, concernant le carrefour biliopancréatique, c'est l'union du cholédoque et du canal du Wirsung pour former un canal commun ou le canal hépatopancréatique. Ce canal se dilate pour former l'ampoule pancréatique de Vater et s'ouvre par la papille majeure ou la grande caroncule au niveau de la paroi interne du D2. Voici la papille majeure, à la face interne du D2, au-dessous de la papille mineure et à la jonction de deux plis orthogonaux, un horizontal et l'autre vertical, qui est un repère endoscopique primordial pour les endoscopistes lorsqu'ils pratiquent une CPRE, une cholangiopancréatographie rétrograde par voie endoscopique qui peut être suivie par une sphinctérotomie endoscopique. Alors le sphincter de Die, c'est un complexe sphinctérien formé par 3 sphincters, un pour la voie biliaire principale, un autre pour le Wirsung et un troisième commun. Alors, pourquoi on fait une cholangiographie péropératoire? On l'a fait parce que parfois on doit chercher un calcul dans la voie biliaire principale, on l'a fait parce qu'on doit s'assurer qu'on n'a pas lésé la voie biliaire principale lors d'une cholestectomie. Comment on l'a fait? Tout simplement en introduisant un cathéter dans le canal cystique et puis en injectant un produit de contraste opaque, radio-opaque, et on prend des clichés au fur et à mesure. Alors la CPRE, pourquoi? Parce que parfois il y a un obstacle sur le cholédoque qu'on préfère évacuer
par cette voie élective mieux que l'ouvrir par voie chirurgicale, notamment quand c'est un cholédoque qui n'est pas dilaté. Et puis, comment on fait? Tout simplement, l'endoscopiste va arriver jusqu'à la zone de la grande papille, au croisement des plis orthogonaux muqueux, et puis il va repérer cette grande papille, il va la tunneliser, et puis il va injecter un produit de contraste à l'intérieur du cholédoque. S'il trouve un obstacle, il va sectionner le sphincter d'Oddi, et par la suite, il va essayer d'extraire les calculs de la voie biliaire principale, chose que vous allez étudier dans la pathologie chirurgicale plus en détail. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.